Bonsoir. Vous êtes ici sur le domaine de Bon Repos Riquet, et je serai votre hôte le temps d'une escapade dans la grande histoire de France. Il y a bien longtemps que les hommes rêvent de dompter la nature et de passer outre ses barrières naturelles. Toutes les raisons sont bonnes. Le commerce, la guerre, la paix, le pouvoir, la communication. Créer des routes du commerce sûres et rentables a toujours été un rêve pour les pays souhaitant affirmer leur hégémonie. L'eau, à son état naturel ou canalisé, permet le transport de denrées, d'hommes, de troupes, de matériel. Depuis les temps anciens, toutes les civilisations s'y sont essayées. En Chine, en Amérique et bien sûr en Europe. Au XVIIe siècle, il y a déjà de nombreuses routes maritimes qui permettent à certains pays comme l'Espagne d'asseoir leur supériorité sur le vieux continent. Mais ici, au château Bon Repos Riquet, est né le canal le plus connu au monde. Le canal royal du Languedoc, ou canal du Midi, comme vous dites aujourd'hui. Cet homme que vous voyez assis en train d'écrire à la bougie, c'est Pierre-Paul Riquet, celui à qui l'on doit cette extraordinaire aventure. Nous le retrouvons au moment même où il va écrire une lettre à Jean-Baptiste Colbert, alors contrôleur général des finances de Louis XIV. Lettre dans laquelle il va présenter son futur projet de canal des deux mers. C'est cette lettre et les études qui l'accompagnaient qui vont ouvrir les guillemets de la grande histoire du canal du Midi. Je ne sais par où commencer, et pourtant, je suis persuadé que cette lettre peut tout changer. Il faut que j'arrive à convaincre Colbert que c'est l'affaire du siècle, que grâce à ce canal, le royaume de France s'en trouvera grandi et enrichi, et moi aussi par la même occasion. Et si vous commenciez par le commencement ? Pour arriver à cette lettre, à cette demande, il me fallait dans un premier temps un lieu qui tout à la fois me permettrait de conduire mes expériences de la conduite des eaux, de recevoir les personnes qui me donneraient un accès à Louis XIV, et enfin m'offrirait la possibilité d'accéder à cette notabilité que j'appelle de tous mes vœux. Ce lieu, c'est le domaine de Bon Repos. C'est avec l'argent de la gabelle dont je suis percepteur que j'ai pu commencer à construire mon rêve et à orchestrer mon projet.
Qu'avez-vous pensé de la visite de mes bassins? Oh, c'est ingénieux, mon ami. Je sais que vous êtes un homme de conviction, mais vous n'êtes pas un homme de science. Comment diable un simple percepteur de l'impôt sur le sel s'est mis en tête de se forger ses propres avis sur les moyens d'alimenter un canal et d'apprendre par lui-même ce qu'il était nécessaire de connaître de la conduite et du stockage des eaux? Je sais, monsieur Sabastel, que vous êtes un notaire émérite, mais sans doute que pour vous, tous ces termes n'ont que peu de sens. Aussi, je vais demander à notre maître maçon, Antoine Bréry, de vous expliquer en quelques mots ce que nous faisons ici. Monsieur Sabastel, vous avez raison. Tout cela n'est pas simple et pour pouvoir un jour le mettre en œuvre, il fallait expérimenter. L'occasion s'est présentée à monsieur Riquet par l'achat et la gestion des moulins de Revel et de Nagin. Achat qui m'a permis, dans un premier temps, de mieux comprendre comment on pouvait se servir de la force de l'eau, sa nécessité de conduite et surtout ce qu'elle pouvait me rapporter. Au même moment, monsieur Riquet a aussi acheté le domaine de Bon Repos, où nous sommes précisément ce soir. Domaine sur lequel se trouve le vallon de la Garenne. Et c'est dans ce petit vallon que j'ai décidé d'expérimenter la captation et la conduite des eaux en construisant 3 bassins. Cela fait maintenant 9 ans que je travaille le sujet ici même, et ce soir, vous en avez vu le résultat. Il paraît qu'il y a un canal à Briard, là-bas dans le nord, qui assure la liaison entre la Loire et la Seine grâce à l'eau prise dans plusieurs étangs, dont celui de Lompendu. Vous avez raison, monseigneur. Mais la vraie question n'est pas la construction des murailles qui retiendront l'eau, ou celle des rigoles qui la dirigeront. Non, je vous le dis, la vraie question, c'est la captation de l'eau. Seriez-vous comme certains de ces hommes de science qui pensent à contre-courant de nos saintes écritures que l'eau des sources, et donc des ruisseaux, vient des neiges, de la pluie, de la vapeur, et non pas de la mer comme le bon sens semble nous l'indiquer? Attention à ce que vous allez dire, mon cher. Ce qui me semble important, comme je vous le disais, c'est bien de capter l'eau. Quant à son origine, je laisse à Dieu, plutôt qu'aux bons penseurs comme M. Sabastel, le soin de la définir. Oui. Alors, nous avons donc commencé les travaux en décembre 1655. On a coupé les arbres aux abords des 2 petits ruisseaux qui viennent du vallon, creusé et tiré la terre pour approfondir et agrandir le bassin qui devait retenir l'eau. Et on a ensuite déblayé le terrain pour construire le bassin du bas. La terre a servi pour établir une nouvelle chaussée. Ça vous a pris combien de temps? 1 an. Et à la fin de l'année, il a donc fallu s'attaquer à la construction de la muraille de ce bassin. Pour ce travail spécifique, nous avons fait venir un maître maçon du Limousin, connaisseur des eaux, que vous avez devant vous, Antoine Bréry, pour vous servir. Et après? En mai 1656, nous avons construit les murs qui encadrent la chaussée centrale entre les 2 bassins. Les travaux ont duré 1 an et demi. On a réalisé en même temps un autre petit bassin. Je me demandais justement à quoi pouvait bien servir ce petit bassin. Le ruisseau nord était très encaissé. J'ai donc fait construire à cet endroit-là une petite retenue pour accumuler encore plus d'eau en hiver et au printemps. Mais pourquoi avoir fait tous ces bassins tellement éloignés du château et pourquoi les avoir fait tellement imposants? Le bassin du bas fait 250 mètres de long. Allons, c'est insensé. Eh bien, tout d'abord, la topographie même du vallon de Garenne, abritant un petit vivier, se prêtait merveilleusement à cette expérimentation. Ensuite, il faut que vous imaginiez que ce futur canal servira à des bateaux de marchandises, voire des bateaux de guerre. Il fallait donc que je m'assure sur 250 mètres au moins que nous soyons capables de capter en amont et de redistribuer dans le bassin du bas l'eau nécessaire. Et vous pensez que tout cela va fonctionner? J'en réponds ici devant vous. Vous voyez, monseigneur, je ne vous avais pas menti, j'ai réussi à capter l'eau et à la conduire. Pensez-vous pouvoir intercéder en ma faveur auprès de Colbert pour qu'il daigne m'écouter? Je ferai ce qui est en mon pouvoir.
Vous pouvez compter sur moi. Merci, monseigneur. Ce canal, je vous l'assure, va permettre à notre bon roi et à la France de rayonner sur l'Europe entière. Beaucoup ont rêvé de joindre les deux mers, mais aucun n'a trouvé les bonnes solutions, même si certaines idées étaient très intéressantes. Ni Henri IV, ni le cardinal Richelieu, ni même d'autres avant eux, n'ont imaginé ce que je suis en train d'imaginer. C'est en vivant à Revel et en étudiant l'hydrographie et les reliefs de la Montagne Noire que j'ai commencé à voir poindre une solution pour dompter et conduire l'eau. Il fallait la capter, l'emmener jusqu'à Naurouse pour que le partage des eaux soit intarissable. Suite à nos échanges avec l'évêque et à une commission d'enquête des commissaires de Colbert qui étaient sceptiques sur le sujet, j'ai pris le risque de faire construire à mes frais, dans la Montagne Noire, une rigole d'essai de 2 mètres de large sur 16 km de long, captant les eaux de différents ruisseaux. Le nivellement était un point important. Le projet des commissaires le traitait à grands coûts de travaux et donc de frais. Pour ma part, j'ai tiré parti du terrain que je connaissais bien mieux. J'ai réussi ce tour de force en quelques mois. Ainsi, j'ai prouvé à Colbert que mon projet du canal des Deux Mers était viable, et à ceux qui en doutaient, que j'étais capable de mener et d'organiser de tels travaux. Et ici, à Naurouse, je ferai construire un port en hommage à mon roi. Cette ville deviendra une capitale économique incontournable, le port commercial dédié à la grandeur de Louis XIV.
Bien sûr, tout ne fut pas aussi simple. Le port rêvé par Pierre-Paul Riquet ne fut jamais construit. Trop cher. C'est Castelnaudary qui fut choisi à la place, mais qu'importe. Riquet tenait son canal, son projet, son œuvre, et rien ni personne ne l'empêcherait d'aller jusqu'au bout. Pour que tout cela devienne réalité, il fallait convaincre le roi, et donc Colbert, ce qui n'était pas chose aisée. Pourtant, il semblait évident que le canal permettrait à la France de retrouver sa grandeur au sein de l'Europe. Les rois d'Espagne, les Habsbourg sont tout puissants. Ils contrôlent le détroit de Gibraltar et donc une grande partie de l'Europe au niveau stratégie et économie. Grâce à mon canal, tout cela serait révolu. Le pouvoir du roi d'Espagne diminuerait pendant que celui de Louis augmenterait. Les fermes mises en place renfloueraient le trésor du royaume. Et le mien aussi. Cela ne fut pas si simple, mais à force d'obstination et de ténacité, l'édit pour la jonction des mers Océane et Méditerranée par un canal de communication, dit édit de Saint-Germain-en-Laye, fut signé en octobre 1666 en présence de Louis XIV et de son contrôleur général des finances, Jean-Baptiste Colbert. Avant que de ne signer cet édit que vous avez préparé avec beaucoup de soin, comme à votre habitude, j'en suis certain, mon cher Colbert, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'en rappeler en quelques mots les points importants ? N'oubliez pas que si nous sommes aujourd'hui réunis et à quelques instants d'un moment historique, c'est parce que grâce à cet ouvrage, nous souhaitons devenir le centre et l'arbitre du commerce de toute l'Europe, et aussi parce qu'il nous permettra de nous élever au-dessus des plus grands hommes des siècles passés. Ceux-là même qui ont essayé, mais n'ont pas réussi à mettre en œuvre ce projet unique. Je vais passer rapidement sur les points nous permettant d'acheter les terres nécessaires à la construction du canal et sur la permission que nous octroyons au seigneur du canal d'y faire construire son château ou tout autre bâtiment qu'il jugera nécessaire. Ça n'a l'air de rien, mais grâce à ce passage, j'ai pu par exemple faire construire des moulins à Naurouse, Toulouse, Castelnaudary, et ainsi produire de la farine. Le blé arrivait par barque et je pouvais redistribuer aussi rapidement le fruit de notre travail. Le premier point qu'il me semble important de souligner, c'est le droit que nous donnons au seigneur du canal d'y administrer la navigation et la justice. Cela nous semble bien normal, et nous voyons mal comment nous pourrions faire autrement. Et cela m'arrangeait bien. Cela faisait de moi le propriétaire d'une seigneurie allant de Toulouse à l'étang de Thau en passant par Trèbes. 240 km de long sur 60 mètres de large. Ensuite, nous avons décidé qu'au niveau du financement du projet, il se diviserait ainsi. Une partie des fonds viendrait de la vente aux enchères de la seigneurie et des droits de péage. Le reste se partagerait entre les États du Languedoc via le don gratuit et le Royaume de France. Le rachat de la seigneurie m'a coûté plus de 400 000 livres. Mais j'étais percepteur de la gabelle dans l'État du Languedoc et j'engrangeais de belles sommes avec les fermes. Bien sûr, je payais l'impôt pour le trésor royal, et ce n'est pas moi qui ai décidé qu'une partie de ce trésor devait servir aux travaux du canal que je construisais. Mais j'en ai quand même profité. Enfin, et pour finir, Pierre-Paul Riquet, qui est très impliqué dans la phase d'enquête qui nous mène jusqu'à ce jour, tout comme le chevalier de Clerville et votre serviteur, Pierre-Paul Riquet, donc, souhaite retrouver les lettres de noblesse que son grand-père aurait perdues dans des circonstances mal définies. N'avons-nous pas donné noblesse au seigneur qui gère le canal de Briare ? Tout à fait. Eh bien, nous en ferons de même pour le seigneur du canal des Deux Mers. Bien entendu, cela peut paraître futile par rapport au reste, mais pour moi,
c'était primordial. Retrouver cette noblesse, c'était assurer à ma descendance ce que notre famille n'aurait jamais dû perdre. Et puis grâce à ce titre, mes descendants et moi, nous étions exonérés d'impôts. Nous sommes donc d'accord. Nous avons dit et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons et ordonnons, voulons et nous plaît, qu'il soit incessamment procédé à la construction du canal de navigation et communication des deux mers, Océane et Méditerranée. Cet incroyable chantier pouvait commencer. Et personne à l'époque n'avait vraiment conscience que cela allait être un des plus grands de tous les temps. Il fallait tout prévoir, tout anticiper, tout imaginer. Il fallait aussi entrevoir une nouvelle façon de faire travailler les 12 000 ouvriers, en prévoyant notamment de les payer pendant les périodes de maladie, d'intempéries et même les jours de fête. Il fallait faire de cette véritable petite armée l'armée du seigneur de Riquet. Mes amis, nous sommes ici devant le barrage de Saint-Ferréol. C'est le premier grand ouvrage que nous avons réalisé. C'est ici que nous avons appris ensemble que rien ne nous serait impossible. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est parce que nous sommes devant un problème d'importance. Près de Béziers, nous devons percer la colline d'Ancérunes pour y faire passer le canal. Elle s'avère être constituée de grès très friables. Colbert, alerté par un opposant au projet, a fait arrêter les travaux. J'ai bien étudié la question. Je sais que nous pouvons y arriver. Ouais, mais mon seigneur à moi, il est pas vraiment content. Il voudrait que je revienne travailler au champ, et je sais pas quoi lui dire. Est-ce que ton seigneur te paiera si tu es malade? Non, ça c'est sûr, il me payera pas. Il me laissera crever de la maladie. Et toi, ton seigneur, continuera à te payer une fois les moissons terminées? Non. Il faudra que je trouve un autre travail après les moissons. Mais ça, on a l'habitude et on aime bien notre liberté. Oui, mais avec moi, tu auras un salaire tous les mois. Que tu tombes malade, qu'il pleuve, qu'il vente, et même pendant les jours chômés. Et comme à Saint-Ferréol, vous serez logé, vous serez soigné. Si c'est vrai, moi j'en suis. Je sais que ce qui nous attend va être une épreuve terrible. Mais je sais aussi qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Pour ceux qui m'accompagneront dans ce terrible défi, il y aura en plus de tous les avantages, une prime supplémentaire. Qui me suit? Même si toutes les promesses ne furent pas tenues, en 8 jours, un petit tunnel d'essai fut creusé presque en cachette qui valida le chantier du Malpasse. S'ensuivirent 8 mois de travail pour réaliser cet ouvrage de 173 mètres de long. Un véritable exploit. D'autres chantiers comme l'écluse ronde d'Agde ou celle de Fonserane et de ses 8 bassins amèneront Riquet vers la mer. Oh, mon ami, nous ne sommes plus qu'à une lieue de notre but. Le succès est là, tout près, nous avons réussi, mais je suis fatigué. Les batailles politiques, les trahisons, les problèmes financiers, les difficultés rencontrées sur le terrain, mes problèmes de santé, tout cela m'a considérablement affaibli.
Je suis heureux, criblé de dettes, fatigué, mais heureux. Je suis sûr que Louis XIV l'est aussi. Nous allons ensemble inaugurer ce qui est et restera une des plus grandes aventures de tous les temps. Malheureusement, Pierre-Paul Riquet ne vit jamais la fin des travaux. Il mourut le 1er octobre 1680, quelques mois avant l'inauguration de son canal. Le 15 mai 1681, une barque amirale part de Toulouse pour aller jusqu'à Béziers. À son bord, on retrouve le cardinal Pierre de Bonzy, Henri d'Aguesseau, intendant du Languedoc, Ponce Alexis de la Feuille de Merville, messieurs André aussi, Gilad et Contigny, et enfin les 2 fils et les 2 gendres de Pierre-Paul Riquet. Je suis Jean-Mathias de Riquet, le fils aîné de Pierre-Paul Riquet. Avec mon frère, Pierre-Paul Riquet, 2e du nom, nous avons travaillé aux côtés de notre père et nous connaissons presque aussi bien que lui ce fameux canal de jonction des 2 mers. Pour tout vous dire, à la mort de notre père, nous avons surtout hérité de dettes. En effet, même si nous avons inauguré le canal de façon grandiloquente, notre rêve, celui de toute une vie, nous a apporté plus de problèmes que d'argent. Des soucis d'ensablement, la dégradation de certains ouvrages nous ont obligés à vendre quelque part de notre société. Mais j'avais mis une clause de rachat à cette vente, car il était hors de question que le canal échappe à notre famille. 30 ans plus tard, nous avons racheté les parts et nous sommes redevenus les seuls maîtres du canal des 2 mers. À t'entendre, il n'y a que toi qui as œuvré pour la pérennité de notre famille. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais tu n'as rien laissé sous-entendre d'autre. Mamie, nous n'allons pas nous disputer devant cette foule réunie en l'honneur de feu notre père. Il n'y a pas de mamie qui tienne. Je suis Marie-Louise de Montaigne, la 3e femme du monsieur qui, soi-disant, a tout fait. Je n'ai pas dit ça. Un petit peu quand même. Pendant que vous étiez à vos affaires et à votre canal, qui s'est occupé du château et, plus largement, des affaires de famille? Et surtout, qui, à votre mort, a dû se changer en femme d'affaires avisée pour éviter la faillite des Riquet, en convertissant nos billets de banque en biens immobiliers pendant la banqueroute royale de John Law? Il me semble que c'est moi et personne d'autre. Vous avez raison, ma douce. À vous entendre, nous vous devons tout. La vérité, c'est que je crois que chacun d'entre nous a apporté la pierre à cet édifice qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore de nous. Je me présente, je suis Jean-Gabriel Amable Alexandre de Riquet, le second fils de Jean-Mathias. Si mon père avait redressé les comptes, merci papa, j'ai pour ma part veillé à la bonne administration du canal, conduite par un directeur général et tout le personnel qu'il fallait pour gérer au mieux l'héritage de mon grand-père. Cela m'a laissé du temps pour instruire, par exemple, en tant que procureur général du roi, l'affaire Calas. J'ai aussi fait de Bon Repos un véritable havre de paix et de raffinement digne des plus grands domaines français, en rajoutant, par exemple, l'orangerie et en m'occupant des jardins. En effet, je suis expert en botanique et aussi un grand amateur de musique. Mais ma vraie passion, c'est l'astronomie. J'ai même fait construire une tour Godine, sorte de tour tournante qui suit le mouvement des astres, ici même, au domaine de Bon Repos qui est devenu le premier vrai centre d'astronomie européen. Oui, en fait, tu as utilisé la fortune que j'ai amassée pour passer du bon temps au milieu des étoiles. Je ne vous permets pas. Je vous rappelle que le célèbre économiste Adam Smith a écrit un traité sur moi où il a même consigné mes analyses financières. Oui, enfin,
votre père n'a pas tout à fait tort. Vous avez bien profité. Je ne supporterai pas un mot de plus. S'il vous plaît, mes aïeux, ne croyez-vous pas qu'en ce moment de célébration, nous ferions bien mieux, comme nous l'avons toujours fait, de nous serrer les coudes? Je suis Dorothée Étiennette de Riquet, l'arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet, et je suis fière de l'être. C'est avec moi, malheureusement, que la branche Riquet va disparaître. En effet, alors que je m'occupais seule du château et de ses affaires, mon mari, Jean-Louis Emmanuel Augustin de Cambon, premier président au Parlement de Toulouse, fut chassé par les gens de la Révolution qui voulaient l'emprisonner à tout prix. Ne le trouvant pas, ils m'arrêtèrent à Paris où j'étais venue le rejoindre. Je n'ai jamais avoué quoi que ce soit et encore moins dit où il se cachait. Ils me coupèrent la tête. Ce jour-là, disparut la lignée des Riquet, ou presque. Heureusement que notre cousin Victor Maurice de Riquet, comte de Caraman, co-dirigeait les affaires du canal. Après les Riquet de Bonrepos, ce sont les Riquet de Caraman qui ont veillé sur les destinées du canal jusqu'en 1898. Depuis cette date, le canal appartient à tous les Français, puisque c'est l'État qui en est devenu propriétaire. Et Pierre-Paul Riquet, en regardant son œuvre et ses enfants, doit être heureux, lui qui écrivait en 1670 « Ces ouvrages sont ma plus forte passion, et sont mes plus chers enfants, dans lesquels j'espère de revivre bien plus longuement que dans ceux qu'il a plu à Dieu de me donner de mon mariage. » Le canal du Midi est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1996. Et moi, je suis toujours là, prêt à raconter à qui veut bien l'entendre la formidable histoire du canal royal du Languedoc, de son créateur Pierre-Paul Riquet et de votre humble serviteur, le château de Bonrepos Riquet.